Alors bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yann. Yann, salut. Salut Alexandre. Donc Yann, on essaye pour la première fois dans Les Héros de la Vente de faire un live LinkedIn. Donc merci d'être mon cobaye. Avec plaisir, on va voir si ça fonctionne. On est en train de bidouiller un petit peu avant, mais normalement ça va fonctionner. Ouais, bah écoute, on va voir tout ça. Bien sûr, l'épisode sera diffusé sur le podcast, hein, comme d'habitude. Et aussi, petite nouveauté, sur Twitter et YouTube, et donc LinkedIn. Donc, tu vois, j'essaye de recycler un peu tout le contenu que je fais. Et donc, on va tester ce live. L'intérêt de ce live, c'est de voir l'épisode en avance par rapport au podcast qui sera diffusé, à mon avis, dans 2 mois. Mhm. Et aussi d'interagir si vous avez des questions. Donc, on va regarder ça. Petite Euh, expérience. Petite expérience, ouais. Écoute, Yann, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, puisque les gens arriveront quand ils le pourront. Mhm. Donc, je te propose d'abord de te présenter. Alors, je pose une question nouvelle. Toi, tu es déjà passé dans le podcast il y a déjà 3 ans, je pense, au début du podcast. Donc, Ouais, ça date, hein, ça y est, ça date. ouais, beau comeback. Et du coup, ce que je te propose de faire, c'est de te présenter, mais plutôt d'une manière un peu originale, en expliquant pourquoi les gens gagneraient-ils à te connaître. Ok, ouais, c'est intéressant comme approche. Moi, je suis plutôt partisan de l'adage, tu sais, show, don't tell, montrer, apporter de la valeur, et ensuite, les gens, voilà, voient la valeur et ensuite décident si c'est pertinent de me connaître ou pas. Mais du coup, pour faire une petite présentation, je suis consultant et formateur en marketing digital, donc j'ai un business en ligne depuis 2017 maintenant. À la base, j'ai pas du tout fait du marketing, j'ai fait des études de droit, mais un jour et de la publicité par la suite. J'étais créatif publicitaire, donc pas mal de choses diverses et variées. Et un jour, j'en ai eu marre d'être salarié, donc je me suis lancé en solo. Et donc en fait, je suis totalement autodidacte dans le sens où voilà, de base, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait d'études dans la vente, dans le marketing et tout, mais j'ai documenté mon parcours, sur Internet. À la base, j'étais freelance, j'étais community manager. Ensuite, j'ai proposé mes services en tant que consultant pub Facebook. Et c'est en documentant en fait mon parcours parce que je considérais que il n'y avait pas, le contenu présent sur Internet pour développer son activité en tant qu'indépendant n'était pas, super à l'époque. Maintenant, ça a bien changé. Mais du coup, j'ai documenté mon parcours et j'ai développé une audience comme ça, principalement sur YouTube. J'ai bourriné en contenu. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube qui compte plus de 750 vidéos, je crois. On est et plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et puis, donc, je suis assez prolifique depuis et je parle donc de marketing et de vente. Donc, principalement, je m'adresse à des indépendants, des coachs, consultants, formateurs qui veulent développer leur activité. Et puis voilà, j'ai une newsletter aussi quotidienne. J'envoie un email par jour depuis janvier 2019 à mes milliers d'abonnés. Donc, c'est un truc aussi qui peut intriguer. On n'est pas des milliards à faire ça. Donc, Ouais, du un lundi email au par dimanche. jour, effectivement. Il y a quelques gens qui font ça, qui sont d'ailleurs passés dans le podcast. Mhm. C'est effectivement un sacré pari parce que tu peux te dire est-ce que j'embête les gens ou pas. Mais Ouais. toi, tu as un feedback comme quoi ta communauté, finalement, ne se lasse pas après 3 ans d'un email quotidien. Ouais, en fait, c'est clairement pas pour tout le monde, mais c'est-à-dire que moi, je m'adresse à des personnes qui sont dans une logique de formation continue, et tous mes emails, pardon, apportent de la valeur. Et à la fin de mes emails, en général, j'ai un appel à l'action pour ceux qui veulent aller plus loin, tant pour acheter mes formations que pour profiter de mon accompagnement. Mais du coup, voilà, ceux qui veulent pas acheter, ils achètent pas, ils suivent seulement les conseils qu'il y a dans la newsletter. Et puis, certains achètent et depuis des années maintenant. Donc, c'est un modèle qui est assez intéressant. Après, je recycle aucun contenu, c'est-à-dire que vraiment, du lundi au dimanche, c'est un annuel différent. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est le format qui me plaît le plus, dans lequel j'ai le plus de facilité. Donc je m'épanouis pas mal et puis j'ai de bons retours par rapport à ça. Ouais, alors c'est pas le sujet du jour, mais Non. on peut en parler un peu. J'imagine qu'on peut se dire aussi comment tu fais pour trouver des idées tous les jours. Tu as quelques tips peut-être. J'imagine que c'est en faisant l'exercice aussi qu'on devient de plus en plus bon. Ouais, en fait, c'est une question, c'est marrant, c'est une question qu'on me pose beaucoup, mais c'est vrai que j'ai pas de grande facilité à y répondre parce que je pense que, en fait, quand on maîtrise son sujet, en général, on a, je pense, des choses à dire dessus tous les jours. Enfin, je pense qu'on est expert de son sujet à partir du moment où on peut apporter de la valeur tous les jours sur ce même sujet. Et après, moi, j'ai été donc j'étais en agence de publicité et on me disait pour demain, il faut que tu nous files une idée de campagne publicitaire pour telle marque. Demain à 8 heures du mat, on veut ça sur le bureau. Donc en fait, je pars du principe que
faut pas se demander est-ce que je vais trouver une idée, comment est-ce que je vais trouver une idée. Je me laisse pas le choix. Et à partir du moment où je m'impose cette contrainte d'envoyer un email par jour, après il y a une organisation, etc. Mais je trouve en fait. Je ne me pose pas la question est-ce que je vais trouver une idée, de quoi je vais parler. Voilà, je me base sur ma vie, après évidemment de tous les jours, sur les cas de clients que j'ai, sur des choses qu'on me dit sur les réseaux. Donc je rebondis simplement sur des choses qui m'arrivent au quotidien, et j'en tire des leçons aussi qui sont utiles à mon audience, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui est assez connu dans le monde artistique, hein, de la contrainte naît la créativité. Ouais, Donc carrément, toi, tu as ouais. cette contrainte-là qui finalement te permet d'arriver à écrire chaque jour. D'ailleurs, on a le premier message, tu vois, ça me fait plaisir, de CM qui te suit depuis 2017 et qui a Ah ouais, ça ta date. newsletter tous les matins. Ça date 2017, t'imagines, ça fait 5 ans déjà. Ouais. Ouais. Ça va vite, ouais. Mais juste pour rebondir sur ce point-là, juste sur la contrainte, en agence de pub, moi, mes directeurs de création, quand je leur disais que j'avais pas d'idée, ils me disaient c'est pas ce que je veux entendre. Donc en fait, à partir du moment où tu as quelqu'un qui t'impose d'avoir une idée, tu as une idée. Donc je pense que faut s'imposer ce genre de contrainte. C'est comme si tu veux publier tous les jours sur LinkedIn. Si tu te l'imposes, il y a un moment et que tu n'as pas le choix, il vaut mieux publier un truc pas terrible que rien du tout. En tout cas, c'est le principe que j'applique. Et ce qui est intéressant aussi, après on va démarrer le sujet, hein, aujourd'hui, qui est comment vendre une offre haut de gamme. Mais avant ça, je voulais aussi faire un petit parallèle aujourd'hui avec le phénomène un peu des solopreneurs, où on en parle, je ne sais pas pourquoi, depuis peut-être 1 an maintenant. On voit beaucoup apparaître de contenu et de posts par des solopreneurs qui ont une bonne audience et une bonne médiatisation. Et donc l'idée du solopreneur par rapport au freelance, c'est quelqu'un qui va créer des produits et qui va monétiser autre chose que son temps. Et donc, par exemple, des livres, des e-books, des formations en ligne, etc. Et qui a souvent des médias comme des podcasts ou des chaînes YouTube. Toi, finalement, tu es là depuis un moment avant cette mode du solopreneur, en fait. Ouais, et puis il y a pas mal de solopreneurs que tu vois qui sont des abonnés, ça me fait plaisir. Non, c'est chouette. C'est-à-dire que, en fait, ouais, il y a une mode, c'est vrai, tu as raison, depuis une petite année ou 2, un truc comme ça. Mais moi, quand je me suis lancé à parler de ces sujets-là, il y avait vraiment pas autant de monde qui parlait de développer son activité en freelance. Évidemment qu'il y en avait, hein, je dis pas du tout que j'étais le premier, absolument pas. Mais c'est vrai que c'est devenu une mode. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce lifestyle aussi. C'est-à-dire que moi, je me voyais pas, je me vois toujours pas d'ailleurs créer une grosse boîte. En fait, je suis très content avec mon modèle. J'ai des produits digitaux, des formations et en même temps des accompagnements. On va en parler dans un instant. Et puis, j'ai une équipe, mais j'ai une équipe de prestataires. J'ai pas de salariés parce que je veux pas de cette contrainte-là. J'ai des personnes avec qui je travaille depuis un certain temps. Avec qui on s'entend super bien et qui, voilà, c'est régulier. Mais je pense que comme beaucoup, j'ai pas envie de créer une agence énorme avec plein de salariés, plein de contraintes, des clients relous, etc. Bon, je dis pas que tous les clients sont relous, mais en tout cas, je pense que c'est un modèle qui correspond à un type de personnalité qui est pas pour tout le monde. Mais je pense que quand voilà, ça apporte une liberté qui est quand même assez intéressante. Ouais, on a l'impression que c'est un peu le new cool, alors qu'il y a quelques années, c'était la startup, créer sa startup, lever Ouais. des fonds, scaler. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est être tout seul, avoir ses médias et ses offres et bien monétiser. Et souvent des offres d'ailleurs premium dont on va parler. D'ailleurs, il y a déjà des questions sur la vente haut de gamme. Vas-y. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, on adresse le sujet de la vente d'offres haut de gamme. Alors toi, sur ton site, tu vends des offres un peu à tous les prix. Vous pouvez aller voir, hein, tu as des formations, voilà, 100 d'euros, un peu plus, un peu moins. Mais tu as aussi des offres à des accompagnements beaucoup plus premium, qui coûtent, eux, beaucoup plus cher. Et donc, on va échanger sur ce sujet. Alors, c'est toi qui as choisi ce sujet. Pourquoi tu voulais nous parler de ça, Yann ? En fait, il y a un truc que j'observe depuis pas mal d'années maintenant, après avoir formé et accompagné des milliers d'indépendants, c'est qu'il y a trop d'entrepreneurs qui se bradent, alors que parfois ils ont des compétences qui ont vraiment une énorme valeur. Et c'est-à-dire que je trouve ça dommage, tu vois, d'avoir des personnes qui vendent leur service à un tarif journalier moyen vraiment ridicule, alors qu'ils pourraient pratiquer un tarif 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus parfois. Je trouve en fait que le travail des indépendants est généralement pas assez valorisé. Et c'est parfois de leur faute d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est eux qui n'arrivent pas à valoriser leur travail. Donc en fait, c'est important pour moi d'apporter ça aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup parlé de prospection, etc. à une époque, comment trouver des clients, mais c'est vrai que je me suis rendu compte à un moment que c'est bien beau de trouver des clients, mais si tu trouves des petits clients et que tu dois sans arrêt en trouver,
pour avoir un chiffre d'affaires intéressant, c'est un peu, tu vois, c'est un peu la roue du hamster, c'est un cercle sans fin. Et je veux dire, la vie d'indépendant enfin l'indépendant qui doit sans arrêt trouver des clients pour pouvoir générer euh, voilà, un revenu correct, et encore, c'est pas l'idéal. Donc, je mets beaucoup l'accent, moi, maintenant, depuis un moment déjà, mais sur le fait de créer une offre haut de gamme, un service haut de gamme, et pour voilà, en finir avec alors, je vais abuser un peu avec le terme, mais avec cette pauvreté, tu vois, dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il y a plein d'entrepreneurs pauvres, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont lancés, beaucoup d'indépendants qui se sont lancés avec l'idée d'avoir plus de liberté. En général, quand on lance sa boîte, c'est pour ça. C'est pas juste parce qu'on en a marre de notre patron, c'est qu'on veut plus de liberté, on veut éventuellement plus voyager, etc. Et au final, on se retrouve avec des revenus qui sont les mêmes que quand on était salarié et parfois plus faibles. Alors, certains vont dire oui, mais au moins, j'ai pas de patron, je peux choisir mes horaires, etc. Mais bon, il y a un moment, en fait, c'est pas suffisant et on a forcément envie d'avoir plus de temps pour nous. Et voilà, donc c'est l'une des choses qui a fait que j'ai voulu un petit peu appuyer là-dessus. Et il y a aussi cette culture tu sais, du pas cher en France, notamment, pas que, hein, mais qui handicape les gens et notamment les entrepreneurs. Il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. Tu vois, en fait, en France notamment, mais c'est le cas ailleurs, hein, mais c'est-à-dire qu'on a l'impression que plein de choses sont gratuites. Et du coup, le travail des indépendants devrait être gratuit ou presque. C'est-à-dire que l'école est gratuite, la santé est gratuite, tout ça est très bien, mais en réalité, ça n'est pas gratuit. Il y a des impôts pour ça, on paye tout un tas de choses pour ça. Mais cette impression, je pense, il y a un souci culturel par rapport à ça, par rapport à la valeur du travail, à la valeur des choses de manière générale. Bon, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais du coup, ça se répercute, je trouve, chez les entrepreneurs, chez les indépendants qui se lancent. Et du coup, à la fin, beaucoup ne sont pas capables de bien valoriser leur travail, de facturer des tarifs décents, et ensuite ils galèrent, quoi. Ouais. Alors oui, alors on va en parler. Hein. Tu as aussi cette notion, cette fameuse notion du syndrome de l'imposteur, hein, qui Mhm. t'empêche de Ouais. pricer de manière assez élevée tes tarifs. Là, tu parles des indépendants, mais on va aussi élargir au spectre des Bien sûr. entreprises. Ouais. Et effectivement, moi, j'ai vécu ça, le fait de créer une entreprise et de devoir pricer mes prix. Et Mhm. quelques années après, quand j'ai dû arrêter l'entreprise, effectivement, j'ai fait ce constat-là que je ne priçais pas assez cher. Et c'est là où on se rend compte, tu as beau avoir une bonne équipe, tu as beau avoir un bon produit, savoir démarcher les clients, etc. En fait, le business model est aussi une composante vraiment importante pour la réussite. Et là, on a une question de Philippe qui nous demande si on peut aborder les offres complexes qui ne sont pas forcément basées sur des produits haut de gamme, mais des produits simples. Et en Mhm. fait, je pense que c'est en filigrane que tu proposes des offres complexes sur des produits simples ou premium. En fait, il faut penser à ce fameux business model que tu vas mettre en place. Ouais. Business model innovant, business model cher, business model à tiroir. Et il faut se former aussi là-dessus. Et on le néglige souvent. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce que font les concurrents et on fait la même chose un peu moins cher souvent. Ouais, ouais, c'est ça. Toi, C'est tu la as stratégie facile. Ouais. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de cette construction de ton offre de gamme et ton retour d'expérience, déjà, on peut partir de la base. Pour toi, qu'est-ce qu'un service ou une offre haut de gamme finalement? Ouais, alors ça va être assez subjectif, ça dépend des secteurs, etc. Tu vois, par exemple, une offre à 10 000 euros peut n'être pas grand-chose dans un secteur et énorme pour un autre secteur. Donc, en général, enfin voilà, il y a quand même une dimension assez subjective, enfin, relative, je dirais plutôt, d'un secteur à un autre. Moi, j'oppose simplement, voilà, tu as les services premium, les services abordables. Et tu vois, moi, par exemple, dans mon domaine, qui est l'accompagnement d'indépendants principalement, moi, je considère qu'à partir de 5 000 euros, on est sur un service haut de gamme. Une offre haut de gamme, un service haut de gamme, principalement, la caractéristique principale pour moi, c'est elle permet une transformation complète. C'est une offre haut de gamme, c'est une offre qui va mener un client d'un point A à un point B dans un laps de cours le plus court possible. Et l'idée, c'est vraiment de donner un raccourci, d'offrir un raccourci à ses clients et pas tu vois, en fait, on s'adresse à des personnes qui ont envie d'en finir une bonne fois pour toutes avec leurs problèmes le plus douloureux. Et une offre haut de gamme, c'est une offre voilà, qui apporte
une solution définitive en fait à ce problème douloureux. Si je devais faire un peu simple, c'est la caractéristique principale pour moi, c'est ça. C'est tu vois, il y a plein de gens qui proposent des microservices. On va vous aider à, je sais pas si je prends le cas je sais pas, une agence digitale, elle va aider une boîte à publier sur les réseaux. Sauf que on règle pas un problème quand on publie sur les réseaux. Tu vois, c'est-à-dire qu'une boîte, ce qu'elle veut, par exemple, c'est doubler ses ventes. Si tu as une agence ou un consultant qui arrive et qui dit « je peux vous aider à doubler vos ventes en 90 jours », là, on est sur une offre haut de gamme. Ça nécessite une vraie expertise, une parfaite maîtrise de son sujet, etc. Mais voilà, c'est pour donner un petit exemple. Il s'agit de vendre le bénéfice final et non pas le véhicule ou les véhicules intermédiaires entre le point A et le point B. OK. Tu l'as dit, hein, ça va dépendre aussi bien sûr de chaque secteur, hein, chaque secteur va avoir ses particularités. Là, on a des questions dans le chat sur des secteurs, de recherche appliquée d'IA, donc c'est compliqué pour nous de rentrer dans le détail de ces secteurs, on n'est pas des spécialistes. Ouais. Mais on peut néanmoins, se poser la question, dans son activité, que l'on soit indépendant, en PME, grosse entreprise, et cetera, est-ce que c'est intéressant de réfléchir à une offre haut de gamme et pourquoi on pourrait construire cette offre haut de gamme? Alors moi, j'ai déjà ma petite idée derrière la tête, mais est-ce que toi, tu peux nous expliquer un peu de ton côté, quelle était ta réflexion? Ouais, carrément. Bon, déjà, la réponse simple, c'est pour booster son chiffre d'affaires, hein. C'est-à-dire Ouais, que, voilà, le truc easy, c'est ça, hein. Clairement, quand tu as une offre haut de gamme, en plus de ton offre existante, ou alors tu peux remplacer ton offre existante par une offre haut de gamme, tu peux clairement multiplier ton chiffre d'affaires. C'est plus intéressant d'avoir moins de clients. Enfin, voilà, d'un point de vue business pour moi, c'est d'avoir moins de clients qui payent plus, parce que tu peux, du coup, générer plus de revenus en travaillant moins. Et au-delà de ça, moi, il y a un truc qui est assez important, qui me semble assez essentiel et sur lequel on ne met pas assez l'accent, c'est que alors ça, certains ne seront pas forcément d'accord, mais un client qui paye plus cher est un client plus engagé, qui a plus de résultats. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai vu. Je peux te donner un exemple sur les formations abordables que je propose. C'est-à-dire que moi, je touche à la fois vraiment des débutants qui me suivent depuis un certain temps. Je leur propose des produits abordables et j'aide des personnes plus avancées avec mon offre haut de gamme. Donc, des personnes qui ont déjà un business qui tourne et qui veulent débloquer leur croissance et gagner en liberté. Et ce dont je me suis rendu compte quand même, c'est que les personnes qui s'offrent un service haut de gamme, elles sont beaucoup plus impliquées parce que forcément, elles ont investi plus. Voilà, c'est pas un truc qu'elles vont acheter par impulsion, contrairement à un produit à 200 euros ou même un petit service à 500 euros. Donc, pour moi, l'intérêt du service haut de gamme, il est multiple. Un chiffre d'affaires plus important, moins de travail pour générer ce chiffre d'affaires, des clients plus engagés. C'est aussi un moyen de se démarquer de la concurrence parce qu'il n'y a pas tant de bonnes offres haut de gamme que ça aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens qui ne maîtrisent pas finalement aussi bien qu'ils le disent leur sujet. Donc, c'est aussi un moyen de se démarquer en tant qu'expert. Et il y a aussi une autre raison. Un autre intérêt du service haut de gamme, c'est que ça permet de pallier l'augmentation du coût de la publicité, par exemple, aujourd'hui, et la diminution de la visibilité sur les réseaux sociaux à cause de l'algorithme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un service qui n'est pas très cher, pour pouvoir en vendre pas mal, il faut avoir beaucoup de visibilité, il faut s'adresser à beaucoup de monde, etc. Quand tu as un service haut de gamme, tu n'es pas du tout obligé d'être une superstar des réseaux sociaux pour gagner un très joli chiffre d'affaires. Tu vois. Donc, moi, tu vois, pour te donner un exemple, j'ai une chaîne YouTube, je suis dans une niche, voilà, donc c'est pas ridicule pour cette niche-là, mais j'ai 45 000 abonnés. Sur LinkedIn, j'ai pas un engagement de fou, mais tout se passe très bien pour moi. Voilà, c'est parce que notamment j'ai cette offre de gamme qui me permet de générer de très jolis revenus sans passer ma vie à poster. Voilà, bon, j'ai mes emails, pour moi c'est même plus du travail aujourd'hui, donc je publie assez, mais pas mal, mais j'ai des clients qui publient moins que ça et qui génèrent de très jolis revenus. Donc il y a pas mal d'intérêt à avoir une offre haut de gamme finalement. tu as aussi un intérêt dont on n'a pas parlé, c'est un biais cognitif qui fait que quand tu vois une offre chère, finalement les autres offres ne te semblent pas chères. C'est un peu Carrément, c'est un peu la technique marketing genre, j'ai fait un post LinkedIn là-dessus de Rolls-Royce qui en fait, pour vendre ces voitures qui peuvent coûter entre 300 000 $ et 700 000 $, ils vont aller dans les salons des yachts et des jets privés, où là, finalement, c'est plusieurs millions de dollars pour acheter un yacht ou un jet privé. Ouais. Et du coup, la Rolls-Royce à 300 000, tu te dis que c'est donné, quoi. C'est pas cher. Ouais. Le price anchoring, c'est ça, on appelle ça le price anchoring, c'est le fait vraiment de présenter un truc de comparer à deux offres, une qui est pas chère, une autre qui est plus chère, et voilà, l'une paraît forcément très abordable finalement, alors qu'elle l'est pas tant que ça. Donc, ouais. non, c'est une bonne approche. Ouais.
Donc très bien, Yann, là tu m'as convaincu, on est tous convaincus, effectivement, à au moins réfléchir à construire une offre haut de gamme dans son offre. Peut-être que ça n'a pas lieu d'être, mais au moins l'exercice va être intéressant pour réfléchir à son business model. Et là, ça y est, moi je suis convaincu, tiens, j'ai envie de créer une offre d'accompagnement, par exemple, je suis dans le coaching de commerciaux. Selon toi, quelles sont les étapes pour construire cette offre? Par quelle étape, toi, tu es passé pour tes offres? Pour Ouais. construire tes offres? Le premier truc que j'aborde en général avec mes clients, c'est le fait déjà d'avoir une cible, une seule et unique cible. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de boîtes, des agences, des cabinets de conseil, des startups qui, voilà, la phrase classique, c'est ma cible, c'est tout le monde, ou alors je m'adresse à ça, à tel type de personnes, aux PME, aux TPE, aux ETI, etc. Donc déjà, pour pouvoir avoir une offre qui résonne auprès de la cible, c'est super important d'avoir une seule et unique cible. Et quand je parle de cible, je ne parle pas je parle d'une cible bien spécifique d'un point de vue psychographique, c'est-à-dire que le client haut de gamme, c'est pas le même que le client lambda. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Le client haut de gamme, alors, soit il a essayé plein de solutions par le passé pour régler son problème et il en a ras-le-bol. Il veut une solution tout de suite. Voilà, il en a marre, il a galéré tout seul, il a essayé, il s'est fait aider parfois par des agences, des consultants, etc. Ça n'a jamais marché. Là, il veut une solution, une bonne fois pour toutes, pour régler son problème. Mais tu as aussi des clients qui directement, sans même avoir galéré, sont dans une logique de je veux une solution rapide, immédiate. Voilà, je n'ai pas envie de m'embêter pendant des mois et des mois, enfin des années. J'ai envie de la meilleure solution. Donc, il s'agit de trouver déjà cette cible unique qui a envie de régler son problème le plus rapidement possible. Et ça, voilà, il y a beaucoup de gens qui galèrent dès cette première étape. Je parle même, tu vois, de business traditionnel, hein, des cabinets de conseil, des agences. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre cette notion de cible unique parce que, en fait, ils ne savent pas très souvent qui cibler. Donc, tout ça, ça nécessite souvent pas mal de réflexion. Mais dans votre bassin de prospects aujourd'hui, il y a des prospects plus ou moins pressés, des prospects qui sont, qui sont prêts plus ou moins à investir. Et la grosse erreur, c'est de proposer un service haut de gamme à des personnes qui sont super motivées, qui ont envie d'en finir avec leurs problèmes, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, il y a pas mal de conditions à remplir. Le client idéal pour une offre haut de gamme, voilà, il doit cocher pas mal de cases. Donc, il faut être très au clair par rapport à ça. Ouais, en fait, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, hein. Il y a la première chose, c'est arriver finalement en tout cas au début, quand tu construis cette offre, à se verticaliser et trouver un peu la niche dans laquelle tu vas évoluer. Et Ouais. ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, hein, qui est d'ailleurs souvent, quand tu prends les plus grosses réussites de l'entrepreneuriat, si tu prends par exemple les Amazon, en fait, Amazon a commencé par vendre des livres. Ouais. Et aujourd'hui, ils vendent plein de choses. Mm. Facebook, ça a commencé par être un réseau social pour Harvard, de Ouais. photos. Et donc, tu prends une niche et tu deviens très bon dans cette niche. Tu sais le vocabulaire, tu sais les problématiques de cette niche. Et après, tu peux aller sur d'autres cibles. Et la deuxième chose dont tu dis, effectivement, c'est quand tu crées une entreprise, une offre, un service, j'aime bien l'image de la table de poker. Tu choisis ta table de poker. Et si tu vas sur une table de poker où finalement les gens ont des très grosses, sont très forts, ont des très grosses mises, et toi que tu as un bon jeu, mais finalement à côté les gens sont très forts, ça va être compliqué. Inversement, tu choisis une table de poker où les gens sont mauvais et toi t'es moyen, tu peux remporter la mise. Et pareil sur la mise, toi tu disais aller chercher peut-être des verticales où les gens sont capables d'acheter ton offre haut de gamme. Là c'est pareil, tu peux aller sur une table de poker et chacun a un jeton, tu vas pas gagner grand chose même si tu es très bon. Ouais, complètement. Bon, une analogie vaut ce qu'elle vaut. Non, mais c'est pas déconnant. En fait, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de. En fait, il y a des erreurs sur plusieurs plans. Bon, déjà, il y a plein de gens qui se disent, voilà, moi, je veux toucher plusieurs cibles, etc. Sauf que, comme tu le dis, le meilleur moyen de se démarquer au départ, de capter l'attention, c'est de se spécialiser. Je sais qu'il y a un discours aujourd'hui qui est assez intéressant d'ailleurs, qui est un peu anti-spécialisation. Notamment chez les solopreneurs, et je comprends complètement, parce que moi aussi, j'aime bien toucher à beaucoup de choses, etc. Mais c'est-à-dire que, après, chacun ses ambitions, voilà, ça dépend de chacun. Maintenant, si tu as envie quand même d'avoir un business qui tourne pour toi et pas l'inverse, de ne pas être dans une roue de hamster, je pense que c'est important de se spécialiser pour se démarquer, pour pouvoir toucher ses prospects premium, parce que aujourd'hui, il y a une telle concurrence en plus entre
Enfin voilà, il y a tout un tas de, il y a beaucoup de scepticisme aussi, notamment par rapport aux consultants. Je parle des consultants et des coachs parce que c'est mon domaine, mais la manière de se démarquer, c'est aussi en ayant un propos qui résonne profondément auprès de la cible. Et quand la personne en face se dit, on dirait qu'il est dans ma tête ou qu'elle est dans ma tête, c'est là en fait que tu commences à créer un truc, une connexion avec le prospect, et qu'il va être plus à même, en fait, plus chaud pour investir dans ta solution, même si elle est premium, tu vois, alors que peut-être qu'il n'y penserait pas de base. Et ça, tu peux pas avoir un propos, on va parler du message par la suite, mais tu peux pas avoir un propos fort si tu es généraliste, parce que tu vas parler à tout le monde. Enfin, je veux dire, tu vas ressembler à absolument tout le monde. Donc, il y a cette notion de voilà, parler à une cible qui a le budget pour investir, qui est prête à investir, donc qui correspond à différents critères dont on a parlé précédemment. Mais il y a aussi vraiment cette notion de spécialisation. Enfin, c'est important pour pouvoir. Ça, on le dit pas assez, mais voilà, ton marketing sera beaucoup plus fort si tu parles à une cible. Parce que tu vois, moi, quand j'écris mes emails, par exemple, je parle à une personne. Je parle pas à des milliers de personnes. Je parle à une personne. Et je reçois souvent, du coup, des emails, des messages de personnes qui me disent, ah, mais c'est marrant que tu parles de ça. J'avais ça pile en tête à ce moment et tout. Mais c'est pas du hasard. Donc, tout ça est le fruit justement de cette spécialisation, de l'identification d'une seule cible et voilà, l'identification du coup d'un problème aussi urgent et douloureux chez cette cible. Donc ouais, c'est important, la spécialisation. Ouais, je vois dans le chat qu'il y a un débat sur les restaurants étoilés. Ah ouais. C'est un bon exemple, hein, ça, Ouais, carrément. donc, construire une offre de gamme pour un restaurant étoilé. Moi, j'ai lu pas mal de bouquins sur des restaurateurs étoilés, finalement, qui mettaient la clé sous la porte parce que Ouais. sans doute problème d'offre et de construction de son business model. Tu peux avoir des plats très chers, mais si tu es situé, et c'est arrivé notamment au meilleur chef du monde, hein, Pierre Gagnère, si tu es situé à Saint-Étienne, qui était son premier restaurant étoilé, et qu'à Saint-Étienne, tu n'as pas de personnes qui sont capables de dépenser quelques centaines d'euros pour un plat, et ben, tu as beau être le meilleur chef du monde, et ben, ton restaurant va faire faillite. C'est ça, si tu as une offre qui est canon, mais que tu es au mauvais endroit et que tu t'adresses pas aux bonnes personnes, ça vaut rien, quoi. C'est Ouais. malheureux, mais c'est la dure loi du marché, ouais. Alors justement, là, on parle un peu des erreurs qu'on peut faire. On parle, par exemple, se tromper de cible. Est-ce que tu as d'autres erreurs ou de pièges à éviter comme ça dans la construction d'une offre de gamme? Il y a un point que je voulais mentionner quand même. Enfin, c'est plutôt le fait d'être capable de formaliser sa promesse de façon claire. C'est l'erreur souvent, c'est donc il y a des personnes qui ont une cible précise, voilà, qui sont au clair là-dessus sur le problème qu'ils règlent, mais leur promesse, leur proposition de valeur n'est pas ultra fluide et ils n'utilisent pas les bons termes. Tu vois, moi j'ai bossé notamment avec des ETI qui avaient une offre canon. Enfin vraiment, ils étaient en mesure par exemple, d'économiser beaucoup d'argent à des boîtes dans un secteur particulier. Je ne vais pas donner de nom ou quoi. Et en fait, quand tu allais sur leur site, quand tu lisais un petit peu leur message marketing, tout ça ne transparaît, enfin, c'était pas clair, quoi. Donc, en plus d'avoir voilà, cette cible unique, etc., il faut être capable, en une phrase, d'avoir une promesse claire, canon et qui donne envie aux gens d'acheter. Ça paraît évident, mais pareil, je me suis rendu compte que, et ça vaut aussi pour les startups, les cabinets de conseil, les agences, les consultants, on parle de tout le monde là, et voilà. Et c'est un truc qui est souvent mal compris. Alors, c'est du copywriting, on peut dire que c'est du copywriting, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes qui se penchent pas assez sur cette fameuse proposition de valeur, alors elle est ultra importante, elle a un gros intérêt. C'est-à-dire que si on a la meilleure offre possible, mais qu'on n'arrive pas à communiquer les bénéfices de la façon la plus simple et claire, voilà, on va pas réussir à trouver de clients potentiels, quoi. Donc ça, c'est un autre problème que je vois assez souvent. Ouais, ça, on revient un peu aux fondamentaux de la vente, hein, vraiment construire non pas la démonstration d'un produit, mais la réponse à une problématique et à un besoin. C'est fou, mais moi, depuis que je fais du marketing, c'est le problème, en fait. Parce que tout le monde est obsédé par l'automatisation, la prospection, la vente. En fait, quand tu as quelqu'un, 99% du temps, quand j'ai quelqu'un qui vient vers moi pour trouver plus de clients, pour développer son activité, en fait, il faut systématiquement revoir les bases. Mais il y a quasiment aucune, enfin, allez, il y a 1% de personnes qui a les bonnes bases, qui n'a juste pas la bonne méthodologie d'acquisition. Mais très souvent, le problème, il est au niveau des fondations. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Tout ça paraît ultra évident et tout, mais dans la pratique, c'est une autre histoire. C'est plus ça le souci. C'est que je pense que beaucoup de gens savent tout ça de façon théorique, mais n'arrivent pas à se l'appliquer parce que justement, ils n'ont pas le recul nécessaire sur leur propre offre. C'est pour ça, en général, qu'ils font appel à des gens comme moi pour les aider.
Ouais, j'aimerais bien revenir, on en a parlé un peu au tout début, sur la partie un peu, psychologique. Ouais. Prenons un peu ton cas, la première fois où tu as construit ta 1re offre haut de gamme, à un moment donné, tu dois, proposer un devis, annoncer un prix à ton client Mmh. ou ton prospect plutôt. Comment ça se passe? Est-ce que tu hésites? Comment tu affrontes un peu cette peur, et le fameux Ouais. syndrome de l'imposteur qu'on a évoqué au tout début de cet entretien? J'imagine que c'est ça, hein, qui bloque, beaucoup de gens. C'est un peu la peur du jugement, la peur de finalement d'avoir une objection, sur le prix et Ouais. de paraître trop cher. Est-ce que Mmh. tu as fait des tests? Est-ce que tu es allé, crescendo? Est-ce que tout de suite tu as mis le paquet sur l'offre et puis ça a été accepté, du coup, ça t'a donné un template pour les autres offres? Déjà, il y a un truc important, c'est que pour moi, il ne faut pas créer d'offres haut de gamme si on n'est pas certain d'être capable d'apporter des résultats. Déjà, c'est-à-dire que ce syndrome de l'imposteur, cette peur du pricing, elle est normale, mais elle est ultra courante quand on n'est pas certain de son expertise, en fait. Donc ça, moi, c'est un truc que je vois aussi, je vais être très franc là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore au stade de pouvoir proposer une offre haut de gamme parce qu'il faut encore qu'ils s'entraînent, qu'ils pratiquent, qu'ils aient plus de résultats pour leurs clients. Et c'est une fois quand même que tu es certain. Alors après, évidemment, qu'il y a des tests, on ajuste, etc. On peut jamais être 100% sûr, mais je pense qu'il faut quand même un certain niveau de confiance par rapport à son expertise pour se lancer là-dedans. Après, le plus important pour moi, c'est vraiment de facturer en fonction de sa valeur ajoutée. Alors ça, c'est notamment une notion c'est le bouquin de Alan Weiss que je recommande de lire, qui s'appelle Million Dollar Consulting, qui est souvent très, très cité. En fait, l'idée, moi, je pars du principe que on peut facturer, si on peut apporter 100 000 euros à un client, il n'y a pas de problème à lui facturer 10 000 euros. Et enfin, c'est une règle toute simple, toute basique. Et voilà, c'est un ordre de grandeur comme ça peut être plus, ça peut être moins. Mais la première fois que j'ai proposé une offre haut de gamme, c'était une plutôt grosse boîte. C'était, bon, je ne vais pas donner de détails, mais en gros, ils n'avaient pas l'habitude de cette tarification-là. Souvent, les consultants pratiquent un tarif, alors ça dépend, ça peut être au forfait, à la journée, La etc. journée, Mais ouais. moi, ouais, et moi, j'ai demandé une somme assez importante pour, je sais pas, il y avait quelques heures de formation. Mais en fait, c'est-à-dire que je leur ai démontré que le système que j'allais les aider à implémenter, via la formation, allait les aider en fait à générer une fourchette de tant d'euros. Donc, c'est-à-dire que je leur ai posé des questions. Tout ça, pour être sûr de son coût, il faut poser des questions. Voilà, combien est-ce que vous faites de chiffre d'affaires? Combien telle méthode? Enfin, là, je parle d'optimisation de leur process de prospection. Donc, j'essaie de voir où étaient les problèmes, combien est-ce qu'ils généraient déjà aujourd'hui, en modifiant telle et telle chose. Par combien est-ce que je pouvais les aider à augmenter en fait leur conversion. Donc ça, j'avais des chiffres déjà que je connaissais, mais j'appliquais un peu mon expérience sur ce qu'ils me disaient. Hein. Donc c'était vraiment un jeu de questions-réponses. Et à la fin, j'ai fait une estimation. Le pricing, c'est pas scientifique, dans le sens il y a toujours une marge d'erreur. Enfin, je veux dire, on peut, quand on dit à une boîte qu'on peut l'aider à générer entre 50 000 et 80 000, bon, il y a quand même, et 100 000, c'est pas exactement la même chose. Donc, faut pas être bloqué sur le fait de, ah, mais je sais pas exactement combien à l'euro près, au centime près, je peux rapporter, mais c'est un ordre de grandeur. Si tu peux aider une boîte à gagner 80 000 euros, bon, je donne pas de laps de temps ou quoi, c'est vraiment grosso modo, il n'y a aucun problème à lui facturer 5 000, 10 000 euros. Enfin, tu vois, donc on est quand même bien en deçà de ta plus-value. Donc, c'est plus comme ça que je vois les choses. Et Ouais. ouais, dis-moi. Ouais, là, tu peux aussi le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire combien d'argent ça va vous coûter de ne pas collaborer avec moi. Et Complètement. là, tu utilises le fameux biais cognitif de l'aversion à la perte aussi. Et Carrément. c'est un épisode qu'on a fait qui a été pas mal écouté avec Marc Richard, déjà il y a 2 ans aussi, sur finalement comment tu vas quantifier la douleur d'un prospect. Et tu vas faire un peu ces mathématiques en disant, voilà, aujourd'hui vous faites ça, etc. Ça vous coûte autant, et si demain vous utilisez ma solution, vous travaillez avec moi, ça vous coûtera autant. Ouais. Vous ne travaillez pas avec moi, en gros, vous perdez X d'argent. Ça paraît un peu simpliste ou compliqué à faire, mais en fait, c'est hyper impactant quand on arrive à faire cette analyse des datas de son prospect et ensuite mettre en face la solution qu'on peut leur apporter. Mm. C'est beaucoup plus simple ensuite de justifier un prix qui peut être élevé de prime abord, mais finalement qui va être pour le prospect complètement absorbable parce que il va gagner beaucoup plus que ce qu'il ne va dépenser. Carrément. Ouais. J'ai une cliente dernièrement qui m'a fait un témoignage qui disait justement,
posez-vous la question en fait de ce que ça va vous coûter justement de ne pas faire appel au service de Yann. C'est marrant, elle avait utilisé cette image-là. Ouais, Je c'est ça. ne vais même pas souffler à l'oreille, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu vois, quand tu as un accompagnement à 5 000 ou 10 000 euros, en fait, moi, par exemple, j'aide des clients à gagner beaucoup plus par mois. Si tu fais le compte sur les mois et les années, je veux dire, le retour sur investissement, il est plus qu'intéressant. Donc après, il faut toucher quand même pour ça un type de prospect bien spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent retour sur investissement, il y en a d'autres qui voient la dépense, hein, c'est tout. Donc, et ceux qui voient la dépense, souvent, sont les personnes les moins avancées. Moi, quand j'ai envie de régler un problème, je suis prêt à payer un tarif haut de gamme quand je veux aller vite, etc. J'ai pas de problème à ça, je demande même pas le tarif. Moi, je suis un prospect premium et un client premium avec mes prestataires, et c'est aussi pour ça que j'ai pas de problème à facturer des services premium. Mais ça, il faut noter ça, ouais, c'est important. Et là, on en revient justement à choisir aussi ses cibles et avec qui tu vas travailler. Si tu choisis des gens qui ont plus d'argent que la moyenne, ce sera sans doute plus facile aussi d'avoir ce débat-là. Bien sûr. Yann, du coup, on arrive à 35 minutes d'enregistrement, d'interview, de live. D'habitude, à ce moment-là, je pose la question aux prospects s'ils ont des choses à ajouter. Aux prospects, des formations professionnelles, aux invités. Si tu as des choses à rajouter sur la vente haut de gamme ou si on passe aux questions de la fin. En vrai, j'en ai beaucoup. Je sais pas, je pense que le podcast suffira pas, mais c'est juste pour au-delà de ces différents points-là, ce que je pourrais juste ajouter, c'est que pour rendre votre offre, une astuce pour rendre son offre encore plus irrésistible, son offre haut de gamme irrésistible, c'est potentiellement d'inclure une garantie de résultat. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, tu vois, quand j'ai un client qui investit dans mon programme, je m'engage à le rembourser si les résultats ne sont pas atteints. Il n'y a pas des milliards de personnes qui font ça, c'est bien dommage. Mais du coup, c'est-à-dire que c'est un élément aussi ça rassure, de réassurance. Et parce que les clients premium achètent de la certitude. Ils n'achètent pas un prestataire, etc. Ils achètent de la certitude. Ils achètent l'atteinte de leur objectif en un minimum de temps possible. Donc, c'est un petit point qui, je pense, mérite d'être mentionné. Si vous êtes en mesure de garantir des résultats, avec un contrat, etc., ça permet en général de sceller le deal, quoi, en tout cas. Après, on pourrait parler de la diffusion de son offre, de tout ce qui est comment communiquer sur son offre, etc. Je ne sais pas si on aura le temps, mais il y a plein de choses à dire, en tout cas. Ouais, bah ça, c'est vrai que c'est un bon tips à mettre sur ces offres, effectivement. Là aussi, ça paraît très simpliste, satisfait ou remboursé, mais si c'est utilisé, c'est que ça marche. Oui, carrément. Ouais. Ouais. Donc Yann, je vais te poser des questions que je pose à tous les invités. C'est des questions qui, tu vas voir, vont aller assez vite. Il y a 3 ans, je t'avais déjà posé quelques questions qui sont toujours là. Ouais. Par exemple, as-tu des contenus à conseiller aux auditeurs? Ouais, alors moi je suis plus contenu marketing. En général, j'écoute pas mal de podcasts, plus que vente. Moi, il y a un podcast que j'aime bien qui est, comment il s'appelle? Magnetic Marketing, c'est de Russell Brunson, le mec qui a fondé le logiciel ClickFunnels, qui est très connu dans le business en ligne. En fait, il a racheté, je crois, les droits d'un marketeur américain extrêmement connu, Dan Kennedy, qui est un peu le père du marketing direct. Et donc, en fait, dans ce podcast, il diffuse des conférences, des échanges, des conversations de Dan Kennedy qui sont ultra intéressantes. Bon, c'est vraiment du pur marketing, mais c'est assez passionnant quand on aime le marketing pur et dur. Un autre podcast que j'aime bien, c'est un mec que je connaissais pas il y a peu, mais c'est Alex Hormozy, qui a un podcast qui s'appelle The Game, et il parle justement beaucoup d'offres. Il a un bouquin qui s'appelle $1 Million Offer, il me semble, où il parle notamment de garantie, etc., qui est très intéressant, que je vous invite à lire si vous le pouvez, et qui est un super podcast et qui donne des conseils vraiment très concrets. Oui, il est assez rigolo, Alex Hormozy. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de bodybuilder moustachu qui a des salles de gymnastique et de sport, de fitness aux États-Unis. Et en fait, depuis 3 mois, il inonde la toile. Il est partout, sur YouTube, TikTok, sur tous les réseaux. Et c'est devenu en 3 mois quelqu'un d'assez connu sur les réseaux sociaux. Et il explique un peu cette stratégie où en fait, il a fait la stratégie de la quantité en publiant encore et encore sans cesse des conseils sur l'entrepreneuriat. Et maintenant, il est connu mondialement en moins de 3 mois, quoi. C'est assez hallucinant. Ouais. Il a un gros business, hein. C'est un mec qui pèse pas mal, qui a créé notamment Gym Launch. Enfin, c'est un mec qui a vraiment beaucoup de succès. Et là, il est dans une logique d'omniprésence sur les réseaux. Et ça marche bien. Hein. Donc, non, c'est un très bon contenu en tout cas. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des outils aussi ou des routines qui t'aident à être performant au quotidien?
Ouais, il y a plusieurs trucs que je pourrais te citer. Moi, déjà, je me suis mis à un truc, je trouve que ça mérite d'être plus connu. Je sais pas à quel point c'est connu, mais tu sais, quand on est entrepreneur, on est chez soi, on n'a pas forcément le temps ou l'envie d'aller dans une salle de sport pour faire du sport et tout. Alors moi, je suis pas un grand sportif de base, mais j'ai trouvé un truc qui est pas mal pour garder la forme. Alors, je sais pas comment on dit en français. Je crois que c'est le TRX. Tu sais, c'est les sangles en fait de suspension, un truc comme ça. En fait, ça te permet. J'ai trouvé notamment un programme pour faire c'est vraiment un programme complet de musculation, juste avec des sangles que tu accroches à ta porte. Tu peux faire ça partout, même dans une chambre d'hôtel si tu es en voyage, etc. Et tu n'as pas besoin du coup d'aller dans une salle de sport, d'acheter des trucs, voilà, d'acheter plein de trucs qui sont voilà, lourds en plus. Donc j'ai une sangle et je fais du sport comme ça tous les jours. Ça me permet de rester en forme. Et c'est ce que j'ai cherché pendant longtemps. Tu sais, c'est le genre de requête que tu tapes sur Google, comment faire du sport à la maison, comment se muscler à la maison, etc. Parce que j'ai vraiment pas envie d'aller dans une salle ou quoi. Et j'ai trouvé ça, c'est assez génial. Et sinon, une application que j'utilise dans ma vie de tous les jours, qui est peu connue en France, c'est Voxer, qui est en gros une messagerie à la WhatsApp, mais c'est plus comme un talkie-walkie. Du coup, l'avantage, c'est que quand tu échanges avec les gens en face, quand ils sont connectés, ils t'entendent en live. Ils n'ont pas besoin d'attendre que tu aies fini d'enregistrer ton message pour t'écouter. Et en fait, moi, j'utilise cette application pour tout aujourd'hui, pour échanger avec mes prospects notamment et mes clients. Mes accompagnements, je les fais là-dessus. Et c'est bon, c'est vraiment comme WhatsApp, mais c'est plus efficace, quoi. C'est plus fluide, plus efficace. Comment tu l'écris, Voxer? Voxer. Donc c'est pas très connu. Je crois que c'est très utilisé notamment dans le secteur du BTP. Je crois vraiment pour les mecs qui ont besoin de talkie-walkie et tout. Et moi, j'utilise ça depuis 2 ans, je crois, maintenant, et pour absolument tout, à la fois pour échanger avec mes prospects et pour accompagner mes clients. Et c'est le truc le plus efficace qui soit, parce que enfin, voilà, je pourrais utiliser WhatsApp, mais je trouve que voilà, faut attendre que la personne enregistre l'audio et tout. Enfin, voilà, c'est l'application que j'utilise au quotidien, en tout cas, le plus. Ok, très intéressant. Je ne connaissais pas. Je vais tester ça. Il nous reste 3 questions. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas, que tu aimerais avoir? Savoir coder, je dirais. Savoir Ouais. coder. Alors, j'ai pas du tout l'esprit pour ça, mais tu vois, savoir coder, ce serait génial parce que vu les idées que tu peux avoir, tu vois, au quotidien, de logiciels, de trucs, si tu sais coder en même temps, si tu es compétent en strat, en marketing, en copywriting, mais qu'en plus tu sais coder, bon, il y a des gros hackers qui ont cette compétence-là, je pense que tu peux sortir pas mal de trucs. Sinon, lire dans les pensées pour convaincre les prospects encore mieux, mais sinon, non, savoir coder, je trouve que c'est pas mal, ouais. Savoir coder, tu as quand même une bonne révolution hein, là, des outils no-code C'est vrai, c'est vrai. et de plus en plus, tu vas pouvoir faire des choses de développeurs Ouais. sans savoir coder. Ça, c'est assez C'est impressionnant. vrai, mais tu vois, là, je bosse sur un truc à côté. Il y a quand même des choses que tu peux pas. Oui, Tu vois, il y a des choses qui méritent quand même du vrai code, quoi. Enfin, du vrai code. Je veux pas froisser les partisans du no-code. Moi, j'utilise plein d'outils aussi, Zapier, etc. Il y a Airtable, Notion, machin. J'utilise plein de trucs, mais je pense qu'il y a des choses des fois qui méritent. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas trouvé les outils no-code pour les créer, quoi. ouais, c'est Pas clair. encore. C'est clair. Très bien. Écoute, il me reste 2 questions. Est-ce que tu vois des challenges ou des opportunités alors, d'habitude, c'est dans la vente. On peut élargir au marketing dans les 3 prochaines années. Est-ce que tu vois des enjeux comme ça qui apparaissent en ce moment ou qui vont être de grosses problématiques? Je ne sais pas si c'est maintenant ou quoi, mais je trouve aujourd'hui, enfin ça fait un moment quand même, mais qu'on met beaucoup trop l'outil en avant. L'outil, la technique, le logiciel, et qu'on met pas, on pense pas assez. C'est-à-dire que le plus important pour moi, pour un vendeur, pour un marketeur, c'est l'empathie. C'est pas les logiciels. Le meilleur outil, c'est le cerveau. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui, que ce soit des vendeurs, des indépendants, des consultants, peu importe, je trouve qu'il y a trop peu de personnes qui parlent de ça déjà, qui parlent de la capacité à se mettre à la place de la personne en face, etc. Alors qu'en copywriting, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de ghostwriters sur LinkedIn, c'est un peu la mode du copywriting. Le copywriting, moi, j'ai un programme aussi où j'aide des copywriters de temps en temps. Pour moi, le copywriting, c'est pas des techniques, tu vois, il faut pas mettre tel mot ou tel mot. La principale qualité d'un bon copywriter, c'est de se mettre à la place de la personne en face. C'est pareil pour un closer, pour quelqu'un qui prospecte. En fait, et je trouve, bon, il y a des gens qui ont des facilités naturelles à ça, qui sont empathiques de nature. Maintenant, je pense que ce sera intéressant d'avoir, notamment dans les écoles qui forment à la prospection, au métier de la vente, etc., mettre beaucoup plus l'accent là-dessus. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on enseigne l'empathie. Si vous trouvez la solution géniale, parce que je la cherche, ça doit être possible. Hein, il doit y avoir des experts sur ce sujet-là.
Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui se concentrent sur les outils, les techniques, les machins, l'automatisation et tout, et qui ne se focusent pas assez sur l'empathie, la capacité à se mettre dans les bottes de la personne en face, quoi. Et je trouve que plus on avance, plus l'outil, la technique prend le dessus. Et c'est bien dommage parce que c'est pas la solution, je pense. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est assez rigolo, notamment avec le phénomène TikTok. C'est Mm. que tu te rends compte que finalement, des vidéos un peu pourries, c'est-à-dire filmées à l'arrache avec le téléphone, etc., vont exploser. Et c'est un peu ce que disent les experts de cette plateforme, c'est que finalement, la vidéo, si elle a de la valeur, la format importe peu, ce qui est moins le cas sur d'autres plateformes, notamment YouTube, où si c'est un peu trop dégueu, ça n'ira pas. Donc c'est un paradigme assez intéressant, mais c'est aussi un des fondamentaux de la vente qu'on n'arrête pas de dire dans ce podcast, que s'intéresser à l'autre, finalement, c'est la première pierre qui vous permettra d'être un bon vendeur de vos services et de votre offre. Très bien, Yann, il me reste une seule question et après on peut couper le live et le podcast. Si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu invites qui? Il y a un logiciel que je trouve très cool et je pense que le fondateur serait un bon invité. Le logiciel, c'est Emelia. Justement, tu vois, j'étais en train de critiquer les outils juste avant et là, je suis en train de te dire d'inviter un mec qui fait un logiciel, mais je vais expliquer pourquoi. C'est Emelia. Alors, il y a pas mal d'outils pour prospecter par email, mais cet outil-là, je trouve qu'il est ultra intéressant parce qu'il est très simple, ultra basique. En fait, il fait juste ce qu'il faut. Il est extrêmement abordable, notamment pour les indépendants, les entrepreneurs. Je trouve que c'est vraiment un outil qui mérite d'être connu. J'en parle pas mal. Et je pense que ça peut être pertinent d'inviter Niels Cohen, qui est le fondateur d'Emelia, parce que quand tu as quelqu'un qui crée un logiciel, il voit aussi les usages, les résultats, il a pas mal de data, de stats et tout. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'échanger avec quelqu'un qui a un logiciel et donc toute la data qui va avec, quoi. Je pense que ça peut être intéressant. Ok, très bien. Bah, écoute, je vais le contacter. Je connaissais pas du tout non plus. Tu vois, je fais beaucoup de veille sur les outils et je passe quand même à côté de certains. Bah, Il y en a écoute, beaucoup. ouais, merci Yann. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Ouais, après ces 3 ans avoir discuté avec toi, c'était très sympa. Écoute, le live sur LinkedIn a marché, donc parfait. Vous allez retrouver donc l'épisode sur YouTube et sur le podcast Les Héros de la Vente. Donc n'hésitez pas à le partager si ça vous a plu, à le liker et tout ce que vous savez déjà. Yann, si on veut te joindre, on te joint sur quel média? Le plus simple, c'est de s'inscrire à ma newsletter quotidienne. Il faut être motivé pour recevoir un email quotidien. L'URL, c'est emailsecret.com, email avec un S et secret avec un S à la fin, tout collé, emailsecret.com. Et du coup, ils pourront s'inscrire et recevoir mes emails. Sinon, il y a ma chaîne YouTube, Yann Le Naine, tout simplement. Secret sans S? Si, tout avec S. Email avec S et secret avec S, tout attaché.com. Allez, regarde, c'est la magie d'Internet. C'est génial. Je peux le montrer sur la vidéo. Super, merci. Ouais. Ou la chaîne YouTube. Et puis voilà. Merci en tout cas à toi. Ok. Bon, à bientôt Yann. Je coupe Salut. le live. Allez, À plus. salut.